Merci bien, M. Oscar, pour cette première modération. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. C'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui de modérer ce panel qui tourne autour d'un sujet très important et crucial, qui est intitulé « Le trait d'union entre cursus académique et emploi ». Aujourd'hui, dans un contexte où de nombreux jeunes diplômés peinent aujourd'hui à s'insérer sur le marché du travail, nous pensons qu'il est utile aujourd'hui de questionner nos formations académiques, de voir l'agilité de nos institutions aujourd'hui, de voir dans quel contexte il faut aller pour qu'il y ait cette adéquation entre la formation que nous donnons dans nos salles de classe et l'emploi. Comme je le disais, tout de suite, nous avons la chance d'avoir des experts, des éminents panélistes qui sont venus discuter autour de ce thème très important. Ils sont tous engagés dans la transformation aujourd'hui de l'écosystème formation-emploi en Guinée. Je pense que les panélistes ont été présentés. On va revenir un peu là-dessus. Et chers panélistes, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à vous présenter brièvement à nos participants, surtout à nos étudiants qui sont très curieux pour vous connaître. Donc, ils manifestent cette curiosité pour la présence. Chers panélistes, je vais tout de suite commencer par l'AGIP, si je me trompe, qui dit AGIP-E. J'ai vu qu'il y a le E encore, qui est une institution aujourd'hui qui facilite l'insertion professionnelle de nos diplômés. Monsieur Bayero, parlant de l'adéquation entre la formation et l'emploi, quels sont selon vous les principaux constats sur l'adéquation entre les formations dispensées dans nos universités et les réalités du marché de l'emploi? Merci, professeur, par rapport à la modération et à la question. Par rapport à ce panel, d'abord, on a dit le trait d'union entre le cursus académique et l'emploi. Cela veut dire l'adéquation formation-emploi. C'est un aspect essentiel pour la réussite professionnelle dans le monde d'aujourd'hui. Mais nous avons des facteurs facilitants, nous avons des obstacles, nous avons des solutions également. Parce que quand vous prenez le monde du travail aujourd'hui, il est très complexe et varié et saturé aussi. Donc si on ne prépare pas nos futurs primo-demandeurs d'emploi, il est très difficile pour eux de s'insérer dans la vie professionnelle. À côté des diplômes académiques qu'on obtient, cela ne suffit pas. Il faut développer en eux les compétences transversales dont les employeurs ont tant besoin. Si aujourd'hui on est compétent dans le domaine, il faut avoir à côté quelques qualités qui vous permettent de s'insérer dans la vie professionnelle. Je vais parler de la communication, de l'esprit d'équipe, de l'adaptabilité. Hier, monsieur le recteur de l'université nous a parlé d'une étude qui est faite par rapport à la disparition de 14 millions d'emplois d'ici 2025. Mais cela ne doit pas nous étonner. On doit se préparer pour affronter cela. D'où une question d'adaptabilité. Et aujourd'hui, nous avons des outils et des dispositifs dans notre pays qui nous permettent de cela, notamment l'AGIP. L'AGIP, c'est le service public de l'emploi créé depuis 1986 en Guinée. Avant, on l'appelait ONEMO, Office national pour l'emploi et la main-d'œuvre, qui a été transformé depuis 1997 en agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, et nous sommes présents dans les 7 régions administratives du pays et dans les préfectures de Kouroussa, Kissidougou, Guéguédou, et on a un point focal à Lola. Donc nos chercheurs d'emploi ne doivent pas tellement se préoccuper parce que ce service est là. C'est comme si on dit c'est le pôle emploi de la Guinée.
C'est comme on dit l'ANAPEC au Maroc. C'est comme si on dit l'ANP de Bamako. Donc ce sont les services publics de l'emploi. C'est le premier interlocuteur pour ces universités, pour ces chercheurs d'emploi sur les questions d'emploi en République Guinée. Donc nous les invitons massivement à s'insérer, à s'inscrire sur la plateforme de la GIP pour bénéficier de ce que nous offre les services. Notamment, quand vous êtes inscrit, nous avons des conseils en emploi qui permettent de vous orienter, qui permettent de vous conseiller et il y a plein d'activités à faire au niveau de la plateforme. Parce que tant que vous ne rencontrez pas un conseil en emploi, vous ne faites pas un entretien de positionnement avec un conseil emploi, ce n'est pas facile de savoir est-ce que je suis employable ou non. C'est sur ce, la GIP œuvre dans ce sens. Maintenant, après les compétences transversales, il y a les stages, il y a les expériences en entreprise. Après les formations, là, nous invitons les étudiants, si l'université négocie les postes de stage pour eux, c'est une très bonne chose, parce que la GIP n'est pas un employeur. La GIP joue le rôle d'intermédiation entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Parce que nous immatriculons les entreprises. Quand ils ont des besoins en compétences, ils font face à nous. Merci, M. Diallo. Je vais continuer vers mon ami, M. Amara Souma, pour savoir la place aujourd'hui de l'entrepreneuriat comme étant une alternative par rapport à nos jeunes diplômés. Quelle est la place de l'entrepreneuriat aujourd'hui? C'est un peu la suite de la question de M. Baïro par rapport à son service, l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Voilà. Merci, Monsieur le vice-recteur. C'est une excellente question. Mais avant d'arriver là, laissez-moi commencer par deux éléments qui ont attiré mon attention hier dans l'allocution du recteur, docteur. Il a parlé de la disparition, comme l'a dit mon cher collègue, docteur M. Diallo, la disparition de 14 000 emplois. Et aussi 14 000 emplois, mais moi ça m'amène à une question. On va prendre depuis les années 80, quels sont les programmes universitaires qui ont été supprimés en Guinée pour une adéquation? Quels sont les programmes universitaires guinéens qui ont été améliorés parce que le contenu, on s'est rendu compte que le contenu ne répond pas aux besoins du marché? Le constat est simple. C'est très facile de faire le constat. Depuis hier, les entreprises sont en train de défiler et on a vu que les entreprises comme ETI, en tout cas qui sont un peu plus dans la technologie, ont fait le retour de leur collaboration avec l'université, notamment le recrutement de certains étudiants sortant de l'université de l'Abbé. Mais il y a des filières ici qui, hier en tout cas, on n'a pas eu de témoignage direct. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises filières, non. Mais ça veut dire qu'il y a une filière qui répond plus aux besoins du marché qu'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête d'orienter, et ça m'amène un peu à l'orientation, soit on arrête d'orienter carrément les étudiants dans ces filières pour lesquelles la demande est très faible, ou on améliore le programme. Ce qui m'amène au deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est ce qu'a dit le fondateur de ChatGPT. Il dit l'intelligence artificielle ne va pas forcément supprimer les emplois, ne va pas remplacer les humains. Mais les humains qui savent se servir de l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui ne savent pas s'en servir. Ça vous dit qu'il y a besoin d'adaptation, de se réinventer, de travailler sur soi. Au-delà de ce qu'on enseigne à l'université, au-delà du programme enseigné, de ce qui existe déjà, il faut qu'on accepte d'aller chercher l'information, d'aller chercher la formation, de se mettre dans un processus de formation continue. Ça, c'était pour commencer. Et la question, la place de l'entrepreneuriat dans l'employabilité des jeunes.
Aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est très très important. Tout le monde ne va pas être entrepreneur, il faut le dire, mais il y a ce qu'on appelle les auto-emplois ou les freelances. Le freelancing, ça, c'est les travailleurs indépendants qui ont cette capacité à créer des projets, qui ont des portfolios, qui peuvent se vendre. Donc, si tu n'as pas la capacité de créer de l'entreprise pour employer d'autres personnes, mais tu peux, à travers les compétences, à travers les formations complémentaires, créer, te vendre toi-même et vivre de tes compétences. Je l'ai dit ce matin à une dame qui fait l'économie sociale. Hein. C'est une filière qui n'existe qu'apparemment à l'AB. Effectivement, économie sociale solidaire. Économie sociale solidaire. C'est une filière qui n'existe, un département qui n'existe qu'à l'AB, à l'université de l'AB. Quand j'ai échangé avec elle, quand elle m'a expliqué c'est quoi ce département, j'étais vraiment impressionné. Parce que des dames comme ça, des étudiants de cette filière, ont cette facilité à se faire de l'argent, à se mettre dans l'auto-emploi, travailler en freelance. Parce que si on parle de conseiller en alimentation, conseiller en planification familiale, conseiller en gestion financière, tout le monde en a besoin. Surtout les travailleurs aujourd'hui qui ont du mal à... La fin du mois, tu as du mal. Tu es bien payé, mais tu as du mal à gérer. Et les étudiants comme ça, facilement, avec l'avènement du numérique, elles peuvent facilement se vendre. Elles peuvent vendre ses compétences. Elles peuvent facilement se mettre comme conseillère du recteur pour gérer son alimentation. Monsieur le recteur, depuis un moment, vous êtes en train d'avoir un ventre un peu ballonné. Pour éviter ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et se payer pendant qu'elle est étudiante. Donc, il y a de l'entrepreneuriat, mais il faut aussi surtout penser à l'auto-entrepreneuriat et conseiller les gens à aller vers ce domaine aussi. Je vous remercie. Merci, M. Souma, par rapport à cette intervention. Je m'en vais vers M. Racine. M. Racine, qui est aussi qui nous vient d'une entreprise. Monsieur Racine, dites-nous, en tant qu'entreprise, quelles sont les compétences que vous recherchez réellement chez nos jeunes diplômés? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de partager une expérience. Il était une fois à Dakar, la BRS et la banque Atigari Bank pour ceux qui ont fait le Sénégal. Atigari Bank s'est installé bien avant le BRS. Mais dès que le BRS est installé, tous les clients, majeure partie des femmes, ont viré de la nouvelle banque, de l'ancienne banque pour la nouvelle banque. Pourquoi? Et le personnel de direction de l'ancienne banque, ils sont mis en équipe pour rechercher les stratégies et solutions pour faire revenir les clients, à majorité des femmes. À réunion de direction, tout le monde est là, tout le monde est confié, sauf le personnel d'appui ou les agents de sécurité. Ils en ont fait pendant une semaine. Un beau jour, le chef de la sécurité vient et dit: je suis convié à votre réunion, mais je ne suis pas convié. Je sais que ma place n'est pas là. Et vous ne pensez même pas que ma place est là. Pendant que vous êtes en train de rechercher des solutions pour faire revenir vos clients, je m'en vais vous dire une chose. La nouvelle banque qui s'est installée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont mis des salles d'accueil, 3 salles d'accueil. Et dans une des salles, ils ont mis des miroirs. Ils ont dit spécialement réservés aux femmes. Et les femmes, quand elles s'habillent, elles savent se mirer. Et pour être admirées. Il dit: faites la même chose, vous allez voir, elles vont revenir. Ils en ont fait. Ce qui veut dire que, quel que soit le poste que vous occupez, des fois, il faut faire intervenir les personnes de basse classe. Des fois, vous faites des stratégies alors que la solution est à votre porte. Et revenant sur la question, les employeurs
et principalement les spécialistes en emploi, les spécialistes en gestion des ressources humaines, se basent sur 3 compétences pour recruter. Ce sont les coefficients intellectuels, coefficients émotionnels et les coefficients de sociabilité. Et depuis l'an 2000, les spécialistes se basent principalement sur le coefficient émotionnel et le coefficient de sociabilité. C'est un exemple pratique et courant. Et tout de suite, nous sommes dans cette salle. Un incendie peut se propager, je ne le souhaite pas. Il y a plusieurs manières de gérer. Les premiers qui auront appris l'information, ils ont plusieurs manières de gérer. Certains vont venir dire tout de suite, et surprendre tout le monde, excusez-moi, je vais faire quelque chose, ils vont dire incendie. Et tout de suite, on se panique, on se bloque à la porte et on se blesse. Pendant que l'autre viendra dire, il passe d'abord par l'autorité supérieure, s'il est présent, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, le personnel de direction, il y a incendie. Mais faites savoir à vos participants de maîtriser leur peur et leur calme et suivez-moi, j'ai la solution. Vous avez vu? Et le coefficient de sociabilité, il y a des cadres, des professionnels, ils savent réellement faire ce qui les incombe, la tâche pour laquelle ils sont recrutés, le poste pour lequel ils sont recrutés, ils savent le faire. Mais il n'y a pas de question de bonne manière. C'est là intervient le coefficient de sociabilité. Entre collègues, un de nos amis a un deuil. Son papa au moment est décédé et on se contente de lui donner une contribution et pendant l'enterrement, personne n'est présent. Cela peut lui démotiver. Et de l'autre manière, on lui souhaite bonne condoléance et de l'autre côté, sans contribution. Donc, de cette manière aussi, ça peut lui démotiver. Maintenant, il faut que les gens sachent faire la différence entre le savoir-faire, le savoir-être et la classification des savoirs. Il y a le savoir-faire. Ne sait pas du tout faire. N'a jamais entendu parler, n'a jamais vu. Il y a le savoir-faire avec assistance. On te dit, crée un fichier Excel, je t'observe et je te montre comment faire. Tu le fais pendant que je suis présent. Et il y a le savoir-faire tout seul. Tu lui dis de faire ça, il peut le faire. Mais il y a le savoir-faire avec expertise. À quel moment les entreprises peuvent être intéressées au profil d'un candidat? C'est à partir du moment où il peut faire tout seul, sans assistance. Mais à partir du moment où vous avez acquis de l'expérience et vous savez faire avec expertise, c'est à ce niveau que vous créez vos entreprises, vos cabinets, pour vendre vos compétences à l'échelle nationale et internationale. Merci, M. Hassim. Je reviens à la maison. Je veux partir du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Dr Barr, vous êtes le directeur général adjoint de la Direction générale de l'innovation aujourd'hui. Vous avez écouté nos chers panélistes, M. Diallo, M. Souma, M. Racine, par rapport à leur intervention, le contenu de leur intervention. En tant qu'autorité de l'innovation, aujourd'hui, dites-nous réellement la vision du ministère. Je veux parler de la vision du ministère pour rapprocher encore davantage l'enseignement supérieur des réalités économiques, des réalités des entreprises. Quelle est aujourd'hui la vision du ministère? Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, pour cette question pertinente. Et merci aussi surtout pour vraiment, ça c'est à l'endroit des organisateurs, avoir pensé à ce thème qui est d'une importance capitale, à savoir le trait d'union entre le cursus académique et l'emploi. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'institution Shanghai classe les meilleures universités au monde, parce que c'est l'un des classements, en tout cas à date, les plus connus au monde. Et cette institution classe les meilleures universités au monde en tenant compte d'un critère très important qui est le taux d'employabilité des diplômés issus des différentes universités. C'est un facteur non négligeable qui fait d'une université une grande université dans ce monde entier. Donc, naturellement, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, dès notre prise de fonction, en tout cas avec l'avènement des nouvelles autorités,
l'une des toutes premières actions que nous avions menées sur le terrain, c'est justement d'organiser ce qu'on a appelé une journée de concertation. Une journée de concertation entre, bien sûr, tous les acteurs de l'écosystème universitaire scientifique et les acteurs du secteur privé. Vous savez, un bon médecin, lorsqu'on reçoit un malade et tout, on ne se jette pas sur lui pour faire un diagnostic et proposer un plan de traitement. On l'écoute. Sur la base de ce qu'il nous dit, on essaie de faire des propositions de diagnostic et on le peaufine avec des examens complémentaires pour avoir le vrai diagnostic et ensuite un plan de traitement. Nous avions adopté la même approche avec l'ensemble des acteurs privés. Tout à l'heure, j'ai écouté effectivement tous les panélistes. Les questions qui ont été soulevées et quelques pistes de solutions qui ont été apportées sont vraiment pertinentes. Et nous, à l'issue de cette activité, nous nous sommes rendus compte que c'est une évidence. Il y a cette inadéquation entre vraiment nos programmes de formation dans nos universités et les besoins de l'emploi. Donc dès lors, il fallait un peu mettre en place une stratégie qui allait nous permettre d'inverser un peu cette courbe de tendance, parce que le premier objectif aujourd'hui de la formation, c'est pour être en mesure de donner à nos étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, des emplois, de faire en sorte qu'ils aient un emploi qui puisse leur permettre de se prendre en charge, de prendre en charge leur famille et de contribuer tant soit peu au développement du pays. Mais encore, il faudrait le préciser, ça les universitaires le savent, l'université n'a pas que pour vocation, pour objectif de former pour l'emploi. Ça c'est très important. En fait, je vais vous donner un exemple simple. Le professeur Soromo qui est là, vous le voyez tout le temps, les étudiants en train de courir ici. L'année dernière, il était collé comme vous, au concours du CAMES, pour passer à l'agrégation. Et pourtant, il a un emploi. Donc si l'université avait pour rôle l'emploi, dès lors qu'il avait un emploi, il n'allait plus continuer les études. Monsieur le recteur qui est là, moi-même, nous continuons nos études parce que nous voulons être comme lui. Et là-bas, je vous dis, l'école que vous connaissez dans les examens n'a rien à voir avec l'école qu'ils connaissent au niveau de CAMES. Donc l'université va au-delà. Mais pour un début, l'objectif premier, parce qu'on a des étudiants, on a une masse critique qui est là, il faut essayer d'aller dans le sens de faire en sorte que cette masse critique estudiantine ait la possibilité vraiment de s'impliquer dans la vie de la nation en ayant vraiment des bonnes formations. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord pensé, ça c'est vraiment naturel comme vous l'avez dit, on a pensé d'abord à la réforme des programmes. Dès lors, il fallait réformer les programmes. Vous savez, en République de Guinée, on parle tous, mais en réalité, nous souffrons du manque de données. Nous n'avions pas de données. Aujourd'hui, on parle, les problèmes qui ont été soulevés par nos amis à date, aucune entreprise n'a diligenté une étude qui puisse permettre réellement de montrer avec exactitude l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Mais nous le constatons. Mais dans les conditions normales, il aurait été plus judicieux de planifier des études dans ce sens. Ça n'a pas été fait. On n'a pas attendu que ça se fasse. On est allé directement dans le feu de l'action en essayant de travailler et en associant le secteur privé. On est allé dans une optique de co-construction. L'université de l'Abbé le sait, parce qu'il y a eu des programmes, des comités de projets plutôt qui ont été mis en place dans toutes les universités. Et il a été demandé à chaque comité de projet de travailler avec les acteurs privés dans son domaine. Je prends l'exemple du programme photovoltaïque de l'Abbé. Dans le cadre de la réforme du programme photovoltaïque à l'Abbé, ils ont travaillé avec les entreprises du secteur privé. Parce que c'est aux entreprises du secteur privé de nous dire, voilà notre besoin. En fonction de ça, on essaie de revoir aussi les programmes selon les besoins du marché. Ça a été l'une des premières solutions. La deuxième solution, tout à l'heure, mon collègue de l'AGIP parlait justement des compétences transverses. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme des programmes, l'un des volets consiste justement à introduire ces compétences transverses sous forme de modules d'enseignement dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Vous avez parlé des compétences dans le domaine du numérique. C'est très, très, très important parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, on fait face au numérique à longueur de journée. Aussi bien dans le cadre de notre formation que dans le cadre des emplois qu'on aura. En dehors des compétences numériques, il y a les compétences linguistiques. Aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs qu'on a en République de Guinée, c'est les compétences linguistiques. Nous, l'année dernière, avec le DGA de la recherche, on a été à 10 pour une conférence, mais c'était gênant de demander à la logistique de préparer des écouteurs, traducteurs, uniquement pour nous. Les Sénégalais, les Ivoiriens et les autres qui étaient avec nous, qui sont des francophones comme nous, sont aujourd'hui à l'aise dans ces compétences. Nous,
le problème n'est pas forcément au niveau de l'enseignement supérieur. Notre système éducatif, j'ai envie de dire, il a besoin de réformes en profondeur, aussi bien pour le pré-universitaire, l'enseignement technique que l'enseignement supérieur. Parce que ces réformes ailleurs ont commencé à partir du pré-universitaire. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même décidé d'introduire un peu ces compétences transverses à partir de l'année prochaine dans les différents programmes de formation pour que les étudiants aient des formations dans le domaine du numérique. Ça a déjà commencé. Dans le domaine des langues, ça peut ne pas être forcément que l'anglais. Aujourd'hui, vous comprenez le chinois, vous comprenez l'anglais, vous comprenez l'arabe. Vous avez des compétences qui peuvent vous aider ailleurs. Maintenant, il y a les compétences en rapport avec le leadership, à la communication qui peuvent vraiment aider. Donc ça, c'est des facteurs qui sont pris en considération. Et à présent, chers panélistes, nous allons nous tourner vers les participants, vers la salle, pour recueillir rapidement une ou deux questions. Voilà. Et les questions seront adressées à un ou à nos panélistes. Il n'y a pas de problème. Je vois la directrice de Fatasco, Madame Yassane, qui lève le doigt. Et le micro. Les étudiantes et les étudiants. Le micro est là-bas. Très bien. Oui, bonjour. Je vous prie de m'excuser. Je ne vais pas vous poser de questions. Je vais la poser plutôt aux étudiants. Très bien. Donc, je suis Oumi Yansane de Fata School. Fata School, ce n'est pas une entreprise, c'est une association. Donc, on n'offre pas de stage. Mais en revanche, on offre un réseau et la possibilité à nos jeunes bénévoles d'avoir des expériences qui peuvent remplir le CV. Donc la question que j'ai pour vous, combien de personnes ici ont un profil LinkedIn? Voilà. Ok. 2, 5, 7, 9, 11, 16. Ça fait pas beaucoup. Voilà. Environ une trentaine. Ça fait pas beaucoup. Oui. Alors LinkedIn, dans un monde global connecté, c'est la possibilité d'avoir un CV en ligne permanent, consultable exclusivement par des professionnels. Vous pouvez rédiger un objectif professionnel très clair. C'est très important d'avoir une force de proposition sur votre projet professionnel parce qu'il n'y a pas une offre qui va vous tomber dessus par miracle. C'est à vous de rédiger un professionnel, de mettre vos expériences pratiques, votre cursus universitaire bien sûr, surtout quand vous venez d'une belle université comme celle de l'AB. Et avec ce réseau professionnel en ligne, vous pouvez accéder à un réseau de professionnels international, bien au-delà des frontières de la Guinée. C'est ça votre avenir, non? C'est un monde international virtuel. Merci beaucoup. Merci, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Merci Madame Yassane. Et encore une fois, c'est très important d'avoir un contact pour être lié à l'international. Et au niveau de l'université aujourd'hui, les étudiants, chacun d'entre eux a un email professionnel. Et je pense que Mme Yassane ne dira pas peut-être le contraire. Avec cet email professionnel, l'étudiant, quand il envoie un message à l'international, il sera reconnu parce que l'email se termine par univlab.edu.gn et on saura directement que vous êtes à l'université de l'AB. Voilà. Donc profitez bien de vos mails professionnels, chers étudiants. Voilà. On va prendre un deuxième intervenant. Oui, le secrétaire général, Dr Diakité. Merci. Souvent, je me pose la question. L'adéquation entre la formation et l'emploi, qu'est-ce qui est le plus déterminant? On va partir sur le thème mathématique. Si la formation est supérieure à l'emploi, il va sans dire qu'il y a de chômage. Ça, c'est un terme mathématique. Hein? Si la formation est supérieure à l'emploi, il y aura du chômage. Et si l'emploi est supérieur à la formation, ce problème-là ne va pas se poser. Qu'est-ce que nous voulons?
formation égale à emploi. Nous avons constaté qu'au temps de la Révolution, on avait fait beaucoup d'usines qui ne marchent pas aujourd'hui. On terminait l'école et directement on était orienté dans une usine. On ne parlait pas de chômage. Chaque année, tous les étudiants étaient employés. Je pense qu'il doit avoir une réflexion politique profonde pour pouvoir résoudre ce problème. On va parler de stage, mais s'il n'y a pas d'entreprise, on parle étudiant-entrepreneur, comment il va faire son entreprise ou ce qu'il a à faire s'il n'y a pas les moyens adéquats pour pouvoir faire ces choses-là. On veut qu'il n'y a pas de chômage, il faut créer beaucoup d'entreprises par tous les moyens. On parle de chômage en Europe, mais ça c'est structurel. Sinon, l'entreprise existe, si tu cherches du travail, tu trouveras. Mais dire que j'ai étudié ça, je vais avoir le travail dans ça, ça c'est un problème. Donc, il faut qu'on réfléchisse, il faut que les politiques réfléchissent pour trouver les moyens pour qu'il y ait l'égalité entre la formation et l'emploi. Une des meilleures des choses, c'est la création de Simandou 2040. Si on ne fait pas attention, c'est les autres qui viendront prendre le travail parce qu'on n'a pas réfléchi. Merci. Merci, docteur. Ok. Merci beaucoup, docteur. À chaque fois qu'il prend la parole, on comprend que c'est le sage qui parle et c'est la sagesse qui retentit. Si j'ai bien compris ce que le secrétaire général a dit, il a parlé mathématiquement en disant que pour lui, si la formation est supérieure à l'emploi, il y aura un chômage. Mais moi, je dirais plutôt que ça dépendra du type de formation et de la qualité de la formation. Aujourd'hui, l'objectif est d'aller vers une formation. C'est vrai que les temps ont changé, on a parlé de la révolution, mais je pense que les époques aussi ont changé. Les choses ont un peu évolué. À l'époque, les besoins d'antan ne sont pas les mêmes que les besoins d'aujourd'hui. Le secrétaire général aime parler de la 4e révolution, souvent qui est la révolution numérique, qui n'existait pas à l'époque. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui se sont développés, même en Afrique, ici, on a beaucoup d'exemples, ce sont des pays qui ont davantage d'abord investi dans la formation, dans le capital humain. Je donne l'exemple du Sénégal, un pays que je connais très bien. Le Sénégal a commencé à exploiter ou même à découvrir un certain nombre de ressources naturelles ces dernières années. Mais le Sénégal a pendant très longtemps, à partir de la Première République, investi dans le capital humain. Au temps du président Wade, le Sénégal a été le seul pays dans la sous-région à rehausser son budget de l'éducation à hauteur de 40%. Aujourd'hui, allez dans toutes les institutions internationales, vous allez voir des Sénégalais. Je pense que s'il y a beaucoup plus de formation qualifiante en Guinée, ils serviront en Guinée et ils vont porter aussi nos couleurs en dehors de la Guinée. Donc moi, je pense que ce terme mathématique, il est bien, mais je pense que les politiques, justement, doivent accentuer cela. Nous devons être dans une optique d'avoir beaucoup plus de formation, mais d'insister sur le type de formation, en étant en adéquation, comme on l'a dit tout à l'heure, avec d'abord les besoins. Au-delà des besoins, en essayant d'être innovant, nous sommes le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi de l'innovation. Essayez de voir si les métiers d'avenir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, en termes de formation, nous sommes beaucoup en retard. Aujourd'hui, nous n'avions aucune école qui forme, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique en Guinée. Je pense que nous sommes très, très, très loin de l'équation formation est égale à même emploi. Nous sommes très loin. Il faut qu'on investisse. Et tant qu'on a la possibilité d'aller au-delà, je pense que c'est bien pour nous, parce que si on a un surplus, nos entreprises n'auront pas forcément besoin d'aller recruter à l'extérieur. On va développer le contenu local en parlant du projet Simandou 2040. On aura de la compétence locale qui pourra travailler. Et deuxièmement, on pourra exporter encore notre main-d'œuvre. Cette fois, ça ne sera pas des étrangers qui viendront, mais c'est des Guinéens qui iront s'expatrier ailleurs parce que le besoin en Guinée fait que les entreprises
n'ont pas, au fait, ont recruté, il y a, au fait, les entreprises sont en deçà de la formation qui est demandée. Donc je pense que l'orientation des politiques publiques doivent aller dans ce sens. Tant qu'on est en dessous en termes de formation, on le fera. L'autre problématique que vous avez posée un peu, c'est par rapport justement à cette idée d'entreprise. Aujourd'hui, les entrepreneurs que nous sommes en train de créer, ces entrepreneurs aujourd'hui, si on les crée, si on les façonne comme on le veut, forcément ils vont créer des entreprises. Si vous prenez aujourd'hui la plupart des grands entrepreneurs au monde entier, à commencer par Jack Ma en Chine, vous prenez les Aligo Dangote, vous prenez même Zuckerberg, il s'est créé dans l'université. Il n'a pas forcément continué avec le cursus universitaire, mais il s'est créé dans une université. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on parte vers ça, parce il y a beaucoup plus d'entreprises en Guinée aujourd'hui par rapport au capital humain. Le capital humain, il faut qu'on investisse davantage, il faut qu'on accepte de travailler. Les politiques publiques ensemble, avec le secteur privé, pour essayer de rehausser un peu cette formation. Donc par rapport un peu à votre équation mathématique, c'était la réponse que j'avais à apporter. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. On va prendre rapidement une étudiante, très bien. Allez-y, le micro. On va prendre un dernier, un étudiant. Après, c'est ça. Allez-y. Oui. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir passé la parole, de poser mon inquiétude. Je suis Fatmata Binta Diallo, étudiante dans le département de la langue anglaise. En même temps, présidente d'une ONG que j'ai appelée Juvénile Solidaire pour le développement durable. Juvénile Solidaire pour le développement durable. Saviez-vous que parmi nous étudiants, il y a certains d'entre nous qui avons notre propre entreprise ou notre propre ONG? L'inquiétude que je me pose est concernant vous les entreprises. Est-il possible qu'on se tourne vers vous avec nos propres projets ou nos propres entreprises pour être accompagnés, ou c'est seulement pour l'employabilité que nous devrions nous tourner vers vous? Très bien, Madame Djoulde. Elle a posé une très belle question. Hein. Voilà. Je sais qu'elle n'a pas indexé. On va donner la parole à M. Souman qui a déjà le micro. Ok, mais une minute. D'accord. Merci, hein, c'est une très belle question comme vous l'avez dit. Alors, tournez vers nous, entreprises, je dirais non, mais je peux vous orienter. C'est vers les incubateurs. Et j'allais le dire vers la fin. C'est aussi leur rôle de vous prendre, même en phase d'idéation. Donc, vous avez juste une idée, vous n'avez même pas créé, ils vous prennent, ils vous coachent jusqu'à bien affiner votre idée, préparer votre idée, en faire un projet. En faire un projet, ça c'est la phase d'incubation. Maintenant, vous quittez la phase d'incubation vers la phase d'accélération. Donc, oui, il y a des incubateurs comme Sabouté, comme e-Booster qui est là, qui est certes sur la phase accélération, mais il y a beaucoup d'incubateurs aujourd'hui. Il y a même un réseau d'incubateurs qui est RESAE, le réseau des structures d'accompagnement. Donc, vous ne vous tournez pas vers les entreprises pour vous accompagner dans ce sens, mais vous vous tournez vers les incubateurs, vous pouvez vous renseigner. Et Pôle Vie, c'est un incubateur. Il peut vous aider à bien affiner votre projet, à vous accompagner, parce que vous avez besoin de d'autres compétences en finance, en négociation, en commercial, recherche de clients, prospection, tout ça, c'est le rôle aussi du Pôle Vie, mais aussi des incubateurs. Donc, vous vous tournez plutôt vers les incubateurs ou les pôles vie, surtout le Pôle Vie de l'Abbé. Merci. Je viens de remercier encore une fois nos chers panélistes pour la qualité des interventions. Et ces échanges d'aujourd'hui ont porté sur l'adéquation entre le cursus académique et l'emploi, qui est aujourd'hui un sujet d'actualité, un sujet crucial. Et nos étudiants, nos participants tiennent aussi à remercier sincèrement les panélistes pour les informations fournies.